They say I'm different, taking all the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, with the best, now with the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT, que vous vous portez bien. Toujours accompagné de notre ami Karl, comment ça va? Parfait les gars, aujourd'hui on va parler d'un événement très attendu par la communauté MMA. Let's go. Nassim, comment ça va? Ça va, nickel, hein, un peu plus en détente que tout à l'heure, là. C'est un sujet un peu plus doux. Un peu plus doux, c'est Ouais, je peux me permettre de boire un café en même temps. Tu vois. T'es contracté. C'est quelque chose que j'apprécie, tu vois, ce genre d'opposition magnifique dont on va parler. C'est vrai. Ouais, parce que vous avez vu, on a les mêmes vêtements, on a tourné ça le même jour, les gars. Petite anecdote, parenthèse fermée. Maintenant, on va parler de l'UFC 298 qui va opposer Volkanovski, l'un des numéros en pound for pound, comme certains en débattraient, face à Topuria, la star montante géorgienne espagnole, à l'UFC 298 au Honda Center de Anaheim aux États-Unis. Les gars, on va commencer tout simplement par 4. En fait, on va parler de 4 combats dans ces cartes, parce qu'il y a beaucoup de combats. Ouais, c'est costaud. On va parler de ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse ce le qui est plus. plus pertinent pour vous, pour nous. Exactement. On va commencer par un combat où, là, c'est assez intéressant la cote. Le deuxième de la catégorie, Bantam, en la personne de Merab, je ne dirai pas le nom de famille, vous avez compris qui c'est, face au troisième, Henry Cejudo. Merab est favori à moins 198, la cote américaine, contre plus 164 underdog, ça reste quand même serré. Les gars, déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce combat-là pour les deux? Est-ce que vous pensez que les cotes, en gros, Merab est vraiment le favori dans ce combat-là? Est-ce que vous pensez que Cejudo est sous-estimé? Comment est-ce que vous pensez que ça va se dérouler? Je vous écoute. Je t'en prie Nassim, je t'en prie, à toi l'honneur. Moi, je vous le dis direct, je suis team Triple Champ. Je suis team Henry Cejudo. Donc, mon point de vue, c'est très simple, c'est que on va faire face à deux combattants qui sont exceptionnels. Ouais. Je vous le dis, hein, Henry Cejudo, qui a été champion des fly, champion des bantam, qui a été champion olympique en lutte. Voilà, ce mec a une carrière. C'est pas, il a une carrière à l'UFC, il a une carrière, point. Une carrière sportive de fou. Et on a un Merab qui a 16-4, qui est incroyable. Voilà, il fait des perfs de malade, et notamment sa dernière perf qui était incroyable, les gars. Je sais pas si vous vous rappelez ce qu'il a fait à Petr Yan, le nombre de takedowns qu'il lui a mis. Voilà, il lui a fait un classique. Donc on a un Merab qui est en train d'exploser, qui a explosé pas mal de monde depuis quelques mois. Cody Garbrandt, Marlon Moraes, José Aldo, Petr Yan, et qu'il est là, nous fait face à Henry Cejudo, qui revient et qui voulait de base, il me semble, prendre Sterling. Ça ne s'était pas fait. Sterling perd sa ceinture. Et on a un Merab vs Henry Cejudo. Qui va take down qui? C'est ça la vraie question. Oui, un ratio de takedown énervé. Je pense qu'il shoot. Alors, j'ai pas la stat, mettez-la en commentaire, les GOAT, mais il shoot énormément. Merab, c'est le genre de mec qui, tant qu'il l'a pas eu, il va y aller. Sa stratégie est simple. Il shoot et il shoot dans des timings incroyables. Et c'est ça qui est beau à voir. Moi, Petr Yan, je l'aime beaucoup, ce combattant. C'est un mec qui est impressionnant à voir combattre. Mais ce que Merab a fait à Petr Yan, c'est incroyable. Écoute Nassim, je te trouve un petit peu optimiste sur Merab. Oh là là, sur Cejudo, pardon. Oh là là. Sur Cejudo, excuse-moi, parce que non, mais les deux sont des très bons combattants. Moi, je pense que Cejudo a, pour l'instant, largement plus prouvé que Merab dans sa carrière au global. Maintenant, moi, il y a quelque chose qui me fait un peu peur pour Cejudo, c'est que Cejudo, en fait, il revient d'une défaite contre le pote de Merab, Sterling. qui est voilà. C'était serré, les gars. C'était serré. C'était serré. C'était un beau combat de Cejudo, c'était serré. Sterling qui a aussi essayé de beaucoup shooter quand même, faut le dire. Maintenant, Cejudo, il avait fait un très beau travail de pression contre la cage avec une très bonne anglaise où il timait pas mal ses coups. Maintenant, en fait, je pense que Cejudo, on rentrera plus dans l'analyse technique, mais Cejudo, il est plus en fin de carrière. Il a eu quand même cette pause, je pense qu'il l'a mis à mal dans sa carrière. Cejudo, c'est un retraité. Il est plus sur la fin que Merab. Merab, il est dans la force de l'âge. Merab, il est, je pense, dans son prime actuellement. Il démontre de très belles choses. Et je pense que plus le combat va durer, plus les gars, je pense vraiment que Merab va avoir le dessus. Ça va être de plus en plus dur pour Cejudo dans les late rounds. Ouais. Bah, en fait, pour rappel, pour Henry Cejudo, il avait pris sa retraite le jour où la carrière de Ferguson a basculé.
C'était à l'UFC 249 Ouh, t'as la où ref. on a un Ferguson vs Gadier et on a justement Henry Cejudo qui bat Dominique Cruz sur un genou et qui le knock au second round. Et justement, à ce moment-là, il prend la ceinture des Bantam, il fait double champ et il décide de prendre sa retraite. Et dernièrement, on le voyait dans le camp de pas mal de fighters. On le voyait notamment avec John Jones, qui l'a beaucoup aidé sur les analyses. Et je pense que tout ça, ça l'a poussé depuis quelques mois à reprendre l'entraînement à le haut niveau. Et on l'a vu notamment justement fight face à Aljamain Sterling. Et comment dire, il y a cette défaite. La décision, pour moi, c'était serré. C'était très serré, mais je me dis, un retraité qui revient, qui nous fait une perf incroyable comme ça contre Sterling, c'est que c'est un vrai champion. Et c'est pour ça que j'ai de l'enthousiasme à le revoir combattre. Donc, moi, c'est vrai que mon point de vue peut-être biaisé, il est peut-être pas objectif là sur ce fight. Mais en tout cas, je pense que les deux styles vont être incroyables à voir l'un contre l'autre, les oppositions. Justement, ça peut être intéressant à voir. Bah, c'est ça parce que, alors, la dernière défaite, parce qu'il faut savoir que déjà, Henry Cejudo, il a quel âge? Il a 37 ans. Ouais. 37 ans. Merab, qui a 33 ans. Donc, on va dire, c'est Merab dans la force de l'âge. Hein. Il est dans Bien le sûr, prime. bien sûr. Dans la force de l'âge. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on voit que la dernière défaite de Merab. Belle date, hein. Alors, attends, en MMA, c'était quand? Ah, c'était en 2018. Ouais. Ah, c'est à Ricky Simon. Ouais. Parce que le reste, après, c'était soit en sambo, soit en Sans grappling. Face à Kevin Danzler. C'est ça. Qui a battu aussi l'ami, qui a battu Aljamain Sterling. C'est ça. En grappling. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça fait un mois, il est sur un winning streak qui est assez conséquent de Ah, 1, Merab, 2, ouais. 3, 4, 5, 6, 7 combats. Merab, mais c'est le Cette big combat boss. et tu peux voir que dans ses dernières victoires, c'est quand même du José Aldo, du Petr Yan. Donc c'est pas n'importe qui le bat. C'est pour ça que moi, en fait, je pense que Cejudo sur le papier, c'est un combattant plus complet. C'est un meilleur striker. En lutte, ça se vaut parce que, bon, même on peut dire que Cejudo, il est plus technique, plus technique en lutte parce que c'est un Olympien. Donc tu vois, c'est vraiment son sport de prédilection de base. Mais après, le problème, c'est le timing. En fait, Cejudo, il le prenait quelques années avant. Pour moi, il était largement favori. Mais maintenant, sur ce timing-là, c'est plus le cas, malheureusement. En fait, sur ce timing-là et sur l'avancée de la carrière de Merab, bah là, c'est vrai que ça explique les codes. Tu vois un Merab qui est invaincu depuis 2018. T'as Henry Cejudo qui sort de sa retraite, qui perd contre Sterling. Donc forcément, tu te dis, ouais, c'est compliqué. Et pour revenir sur l'aspect de la lutte, tu sais, on avait ce questionnement avec Sterling et Cejudo. Et justement, on a Sterling qui a réussi à le takedown sur des phases de crochetage contre la cage, sur ce qu'on appelait justement le judo throw quand on parlait de Doumbé vs Baki. Et justement, on peut voir que finalement, Cejudo, il peut être amené au sol. Moi, maintenant, je vais voir s'il peut être amené au sol dans l'opening, c'est-à-dire au centre de la cage, dans les timings de Merab. Et c'est ça qui va être intéressant à voir pour moi. Et moi qui aime le MMA et qui suis, on va dire, entre guillemets, un puriste qui aime la stratégie, la tactique, ce fight me hype. Non, c'est hypant. C'est très hypant. Là, le momentum va avoir beaucoup, on va dire, d'impact et va beaucoup jouer dans ce Exact. combat-là. Mais d'un point de vue tactique, c'est super intéressant. Et écoutez-moi, si je devais donner mon avis, bah, je vais un peu dans votre sens. Hein. Mais c'est vrai que je pense qu'on sous-estime quand même un peu, malgré le fait qu'il y ait le momentum qui soit du côté de Merab, on sous-estime un peu Triple C, Henry Cejudo. Parce que pour moi, il n'est pas forcément fini comme certains pourraient le laisser sous-entendre. Il est un peu sous-estimé et je pense que ce combat-là, selon moi, ça sera entre guillemets un mini upset où il remettra les pendules à l'heure Ouais. face à un Merab qui va beaucoup shooter. Parce que les gens pensent que Cejudo ne sait que, parce que c'est dans les combats, c'est aussi un combat où il a beaucoup défendu le grappling Ouais. et c'était très tactique au niveau de l'appréhension. Mhm. Mais il s'est cogné aussi. C'est connu. Il s'est cogné. Il a s'est fait cogné. tomber Cruz. Il s'est cogné. Il a une très belle boxe et il n'y a pas à dire. Il a une boxe à des centaines d'années-lumière de Merab. Elle est mieux, sa Ouais, boxe. ouais, Après, Mais un faut autre voir. truc qu'il faut se dire, c'est que Cejudo, c'est un champion dans l'âme. Dans son ADN, c'est d'être un champion. C'est ça qui. Tu sais, c'est comme John Jones. On se dit, il y a un truc en plus. Ouais. Cejudo, Là. c'est pareil. Il sait comment gagner. Il C'est a ça. une très grosse mentalité. Il a une très très grosse mentalité de tueur. C'est ça. C'est un compétiteur né. Hein. C'est pas pour rien qu'il est olympien. C'est pas pour rien qu'il bat Demetrius dans un combat très très serré
après avoir perdu contre lui auparavant. C'est pas pour rien qu'il bat Dillashaw en quelques secondes. C'est un monstre, hein, Cejudo, c'est un monstre. Mais est-ce qu'il peut encore faire comme il y a quelques années? C'est ça la grosse question pour ce combat. C'est vrai que c'est incertain et on verra bien ça. Hein. On verra ça. Si vous devez donner un gagnant, là, un prono, ce serait quoi rapide? Moi, rapidement, sur ce Merab de round à 1 avec un peu ce qu'on a vu faire, si tu veux, l'adversaire de Saladin Parnasse, tu vois. Voilà, un combat dégueulasse où il le gagne comme ça, si tu veux. Où il évite la boxe, clairement. Je vais te dire, Cash. Si demain tu me passes un billet, tu me dis tu paries lequel entre les deux, je mets pas de billet parce que c'est un fight qui est pour moi trop incertain. Ouais. Par contre, mon cœur veut qu'Henry Cejudo gagne. Très bien. Stylistiquement parlant, ce mec, j'aime beaucoup, donc je veux le voir gagner. Parfait. Bon, alors moi c'est simple. Mon cœur veut Cejudo, pareil, mais ma tête me dit Merab. Ouais, bah voilà. C'est ça. En soi, c'est ça, tu vois. Mais j'ai pas envie de me contredire. Du coup, je vais suivre mon cœur parce que j'ai fait une analyse un peu plus. Je pense qu'on sous-estime beaucoup Cejudo. Il est un peu trop sous-estimé à l'approche de ce combat-là et je pense qu'il va créer l'upset avec une décision partagée. Ouais. Allez, let's go. Voilà. Dites-nous vos avis en commentaire, les gars, tout de suite pour ce fight. Voilà. Là, c'est super intéressant, les gars. Catégorie welterweight, le 8e, Geoff Neal face au 10e, et pas des moindres, Yann Machado Gary. C'est ça, j'ai bien prononcé? Je crois que c'est Machado. Yann Machado. Tout à l'heure, on voulait pas dire Merab pour pas mal prononcer le nom, mais là, je me suis raté. Yann Machado Gary. Là, on est obligé de prononcer son nom, son nouveau nom même. Yann Machado Gary, 13-0. On voit comme la pépite chez les welterweight. Beaucoup le voient comme le mec qui monte et qui fait face à Geoff Neal, le gatekeeper, comme on pourrait dire. C'est ça. Geoff Neal, par qui tu dois passer pour rentrer dans ce top 10, dans la KT. Ouais. Geoff Neal qui a proposé un beau combat contre Shavkat. Shavkat qui l'a battu, mais pas dans un combat si simple. Il a pris beaucoup de coups, Shavkat, dans ce combat. On a pu voir à quel point il encaissait dans ce combat. Si tu veux, Geoff Neal qui a une très belle boxe, à ne pas sous-estimer du tout, qui est très puissant pour la KT. Gros gabarit le jour du combat. Maintenant, il fait face à un prodige, à un mec invaincu. Je sais pas si tu as la stat Sigma devant toi, mais un mec qui fait je sais plus quoi, quelle taille, qui a une très très grosse allonge pour la KT. Je sais pas si tu as la stat devant toi, mais pas la stat, ouais, mais c'est un 6'3", donc je sais pas c'est quoi en français. Qui fait plus d'un mètre 85, hein, clairement. Il est à 1,88. Voilà, qui fait presque 1m90. C'est énorme pour cette KT. Il fait à peu près la taille de Shavkat, hein, je crois, d'ailleurs. À peu près. Ils sont pas loin, les deux. Mais ouais, qui va devoir passer par un vrai premier gros test, on peut le dire, dans cette catégorie. Geoff Neal, les gars, c'est costaud quand même. Hein. Il s'est fait finir par Shavkat. Mais les gars, Geoff Neal, moi, ça me paraît compliqué quand même. Les gars, Geoff Neal, il gagne contre Belal Mohamed. Il gagne contre Mike Perry, Nico Price. C'est des gros noms. Hein. Ouais. Vincente Luque. Ouais. Et bon, c'est vrai qu'il perd contre des Stephen Thompson. Mais il perd contre des Stephen Thompson quand? Il perd contre des Neil Manny quand? Ouais. Attends. Très intéressant. Stephen Thompson, Neil Manny. Moi, je vois un pattern dans la morphologie des mecs contre qui il perd. Shavkat, que des mecs grands et longilignes. Ce qui est exactement Yann Machado Gary, les gars. Attention, ça pour moi, déjà, tu vois, c'est un indicateur clé. C'est que, tu vois, les mecs qui l'ont battu, c'est toujours des mecs grands et longilignes. Et qui savent utiliser leur allonge. Quand tu parles de Stephen Thompson, moi, je vois à peu près le même style que même prototype. Gary. Voilà, ouais. Le même prototype en plus jeune. C'est des gars qui savent très bien gérer la distance, qui ont des très bons coups de pied. Attention, moi, on va rentrer tout de suite dans l'analyse technique. Là, on vient de rentrer dedans. Pour moi, Yann Machado Gary, il a exactement le morphotype qu'il faut face à un Geoff Neal. Un Geoff Neal qui a des mains lourdes, qui a une bonne anglaise, c'est les kicks en fait. Et c'est ce qu'il a. Kick, voilà. Qui a un kick jambe avant et jambe arrière. On le voyait déjà au Cage Warrior. Hein, pour anecdote, moi je le voyais au Cage Warrior à l'époque où il était. Et il était avec son short violet là, tout le temps. Il était dégueulasse d'ailleurs ce short. Disons-le. Finalement, c'est vrai que c'était une pépite. On l'a vu là-bas grandir au Cage Warrior. Et d'ailleurs, Madame Machado, qui était journaliste au Cage Warrior aussi, l'a vu grandir là-bas. Je ne dirai rien. Bref, ce fight est très intéressant techniquement, tu as raison. C'est du pied-point qui nous propose de haut niveau, très efficace.
Mais maintenant, il tourne avec qui, là, Yann Gary? Il s'entraîne où? Il est au Brésil, hein. Il est au Ouais. Brésil avec. C'est quoi? C'est la shoot et box, hein. Shoot Il et va à box. droite, à gauche, on l'exclut à droite, à gauche. Il a fait un peu tous les gyms, il a Et un peu rebondi. Et là, il est avec Charles Oliveira et autres. Je connais pas, c'est qui là. Je sais pas c'est qui son coach là-bas. La Ouais. team. J'ai pas le nom spécial, mais en tout cas, c'est. Là, on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont le profil de Geoff Neal? Parce Non. que Geoff Neal, il a des mains, comme si des mains lourdes. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est parce que Yann Gary, son surnom, c'est The Future. Et moi, j'ai peur que ce Future-là, il se fasse stopper par un crochet court. On l'a déjà vu se faire Ouais. sécher. Et j'ai peur pour le menton. Parce qu'il a des mains très lourdes, Geoff Neal. Exactement. On va être dans l'incertitude pendant tout le combat et c'est ce qui rend ce combat assez intéressant. C'est pour ça que pour moi, c'est l'un des combats les plus intéressants de la soirée. Si il arrive à faire à Geoff Neal ce qu'il a fait aux autres adversaires qu'il a dominés par TKO, je pense qu'il représente le futur de la catégorie. Par contre, si jamais il se fait sécher, ça va être compliqué parce que plus il va monter dans les rankings, plus il y aura des gens qui ont des... Regardez le profil de Leon Edwards. Atroce. Pour moi, c'est un très mauvais match-up pour Yann Gary. Et Yann Gary, lui, c'est quelqu'un qui a des prétentions, qui a des, on va dire, des attentes vers la ceinture. Il Ouais. veut aller vers la ceinture. On peut Et citer c'est pour- Shavkat aussi, hein, les gars. C'est pour Shavkat. ça. Et c'est pour ça qu'il a quitté toutes les salles où il est, parce qu'il s'est entraîné justement dans des salles où tu avais des prétendants à la ceinture, des 77. On va citer Killcliff, on va citer la salle de Léon Edwards. Oui, et c'est pour ça que maintenant il se retrouve au Brésil. Après, c'est vrai que là, stylistiquement parlant, les deux ont des armes pour faire taire l'autre. C'est vrai que la montée, Yann Gary, bon, je le mets légèrement devant parce que on a Geoff Neal qui revient d'une défaite, mais qui nous propose de belles choses face à Shavkat. Mais on a aussi un point fort chez Yann Gary, c'est qu'il a un fight IQ qui est incroyable. Juste, va falloir qu'il ne prenne pas, tu l'as dit, ses crochets courts, qu'il se fasse pas forcément toucher. Parce que moi, j'avais pu voir notamment un fight qui m'avait impressionné de sa part, c'était contre Kenan Song, il me semble, où justement, il se fait toucher, mais derrière, il sait justement se réadapter dans le fight pour imposer son style et gagner au troisième round en finissant son adversaire. Non, il a un gros talent et surtout, il est très coachable. Hein, c'est vraiment, on sait qu'il a le potentiel. Ouais. Ça, c'est indéniable. Il a le potentiel, mais comme dit Booba dans son dernier son, hein, tout le monde a des plans jusqu'à ce que tu te fasses toucher par l'hypercute. Donc là, l'objectif, ça va être d'éviter cet hypercute, ce fameux crochet court qui pourrait se manger. Donc voilà, là, c'est pour rester un peu dans l'actualité. Mais c'est vrai que si on regarde les odds, notamment, je pense que là, le favori, donc pour ce combat-là, et c'est super intéressant, moins 245 contre plus 200, c'est Yann Machado Gary. C'est Yann Machado Gary. Ce qui est logique, c'est Il a la hype. vaincu. C'est la vaincu, la hype, la jeunesse. Pour moi, hein, je vais me répéter une dernière fois, la clé pour lui dans ce combat, c'est les coups de pied. Que ce soit les coups de pied en front, en circulaire. Pour moi, il doit utiliser ça et il doit user son adversaire avec. Ouais. On verra bien ce que ça donne. Vous voyez qui gagnant, les gars. Moi, personnellement, allez, je vais miser la pièce sur le futur. Je vais mettre ma pièce sur le futur, un investissement sur le futur. Yann Machado Gary, décision. Et mais je le mets de manière, je vais être tremblotant durant tout le combat. C'est-à-dire que ça, c'est le genre de combat-là, t'as peur pour le menton. C'est ça, parce que c'est un combattant qui a le menton assez haut. Tu vois, il a une posture de karaté, kickboxing, un peu à la Stephen Thompson. Moi, je vois beaucoup de Stephen Thompson en lui. Ouais, voilà. C'est-à-dire menton haut. Mais après, pour moi, Stephen Thompson, c'est quand même, à son prime, hein, c'est quand même un niveau au-dessus. Bien sûr. Mais je parlais dans la posture. Dans la posture, tu vois. Il a le menton très haut. Attention, comme tu dis, attention à pas se manger ce crochet des enfers. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, c'est du 50-50 et j'hésite, je suis très hésitant, mais je mets ma pièce sur Yann Machado Gary parce qu'il a beaucoup à prouver et je pense que pour lui, il a pas le droit à l'erreur. Il y a tout le contexte qui va avec. Il veut vraiment envoyer un statement. Tout le monde l'a critiqué sur le fait qu'il n'était pas pu venir à son dernier combat à cause de sa, je crois que c'était hernie, pneumonie, voilà, pneumonie. Il y a eu son nom a vraiment été cédé. Je pense qu'il va revenir vraiment avec cette vengeance mentality. Moi, je pense qu'au-delà de ça, il était attendu à cause de ce qui a été fait en extra sportif, bien sûr. Qui est sorti tout ça. Mais bien bon, j'espère que tout ça ne lui rentre pas dans sa tête et que sur l'aspect sportif, il est prêt. Ouais. Parce qu'il fait face à un mec qui est dur à finir. Très très dur. Très dur. Shavkat, il a réussi à le finir, mais c'était sur le fil. Et disons-le, les Nelmani, les Stephen Thompson, ça a été des décisions. La dernière fois où il s'est fait finir, et en mon sens, Yann Gary va pas soumettre Geoff Neal. Mais la seule fois où j'ai vu un finish sur Geoff Neal,
ça a été justement au XKO, au XKO 34 face à Kevin Holland, un autre combattant qui est maintenant à l'UFC, où il se fait justement finir au 3e round sur KO TKO. Ok. Bah écoute, Sigma, il voit de peu Yann Gary. Moi aussi, je vois Yann Gary. Pour moi, c'est un striker plus complet. Et il va mettre ça à son avantage. Il va capitaliser dessus. Je vois une décision de Yann Gary. De round à 1 ou voire 3-0 même. Moi, je vois une décision aussi, décision unanime sur un fight pas intéressant pour nous. On passe. Maîtrisé de A à Z, voilà. On passe, allez. On passe au co-main event of the evening avec un combat super intéressant, les gars. Ouais. Le 3e de la catégorie middleweight, donc les poids moyens pour ceux qui ne parlent pas anglais. Robert Whittaker, qui est favori à moins 205, contre un underdog plus 170, le 6e de la catégorie, Paulo Costa. Et là, c'est intéressant. On a vu que Paulo Costa, après un long layoff, une grosse pause, il revient en étant underdog. Qu'est-ce que vous pensez de ce statut-là? Est-ce que vous pensez que pour lui, c'est un peu, pas ce combat de la dernière chance, mais ce combat qu'il n'a pas le droit de perdre pour revenir dans un contentieux du titre? Est-ce que vous pensez qu'il va le faire? Moi, j'aimerais commencer par répondre à cette question en soulignant que je pense que oui, déjà, pour Paulo Costa, c'est un peu le combat, entre guillemets, de la dernière chance, mais aussi pour Robert Whittaker, qui revient d'une grosse défaite face à Dricus du Plessis. Les deux, ça fait longtemps qu'ils sont dans ce fameux top 5 chez les mi-lourds. Ouais. Maintenant, je pense les que moyens, c'est un peu... voilà, les moyens, pardon. Je pense que c'est un peu le combat un peu de la dernière chance pour les deux pour rester dans ce top 5. Voilà, même si Paulo Costa il est à l'entrée, il est 6e, comme tu dis. Mais s'il veut rentrer dedans, il doit gagner. Whittaker, s'il veut conserver cette place de 3e, il doit gagner. C'est un peu le combat on va dire des mecs qui doivent se refaire dans la KT. Voilà. Je sais pas si tu le vois toi aussi comme ça, Nassim, mais moi, tu vois, pour moi, c'est un combat charnière pour les deux. Ouais, il peut être charnière, mais moi, je pense qu'on met à Paulo Costa, Robert Whittaker pour qu'il se refasse et qu'il rentre dans l'équation. Pour que Paulo Costa rentre dans l'équation. Ouais, okay. Je pense que c'est ça. Robert Whittaker, j'aime beaucoup, hein. Très fort, très complet. Super combattant, super athlète, tout court. Mais Robert Whittaker, je pense que depuis qu'il a perdu son titre, n'est plus le même et on le verra plus regagner au titre. Il a perdu un truc, tu vois. Il a perdu un truc face à Adesanya et derrière, c'est vrai qu'il nous fait de beaux combats. Quand il perd une première fois contre Adesanya, il remonte puis il repère contre Adesanya. Puis là, il perd contre l'actuel champion, Duplessis. Je sais pas, je pense qu'on a un Whittaker qui est sur la fin. Tu sais, j'ai toujours eu cette théorie avec les champions, où les mecs qui étaient pas loin de la ceinture, c'est que une fois qu'ils perdent leur ceinture ou qui perdent dans leur run pour devenir champion, il y a un truc qui disparaît en eux. Et je pense que chez Robert Whittaker, il y a ce truc qui a disparu, tu vois. Après, on peut parler aussi du cas à Paulo Costa. Paulo Costa, c'est un combattant qui, depuis sa défaite face à, pareil, Israël Adesanya, en fait, il leur a retiré leur âme. C'est incroyable. Je vois ce que tu veux dire. Il leur a retiré leur âme parce que derrière, c'est que des cancel boots. Après un fight contre Vettori qui perd à la décision. Après, il combat contre le Crocolt qui revient de X années sans combattre et d'une pseudo-retraite. Puis derrière, c'est des cancel boots. Et puis là, c'est Robert Whittaker. Et on l'attendait beaucoup contre Khamzat. Ça s'est pas fait. On sait pourquoi avec ce staff qui lui a mangé le coude parce que c'est le cas. Hein. Ouais. Et là, ouais, moi je pense que c'est maintenant, c'est pour maintenant. C'est un mec qui a quel âge? Il a 32 ans. 32 ans, il est bientôt à son prime physique, enfin, même si on ne sait pas s'il n'a pas atteint son prime physique grâce au Secret Juice. Secret Juice, c'est le fameux. Mais je pense que c'est le moment de se relancer, tu vois. Je pense que pour lui, c'est le moment. Et ce fight, il est intéressant parce que ce fight, il est intéressant pour Nassourdine Imavov. Bien sûr. Pour plus tard. Et du coup, sincèrement, j'aime beaucoup le style de Robert Whittaker, mais je pense que Paulo Costa va gagner ce fight. Et c'est super intéressant que tu mentionnes. Pour toi, Paulo Costa va gagner ce combat parce que, notamment, il y a cette notion de kilométrage. Malgré le fait qu'il ait que 33 ans, Robert Whittaker, il a engrangé du kilométrage dans la cage, mental et physique. C'est ça.
Et pour faire un petit crochet, pour moi, et là les gens vont dire oh, vous abusez la crédibilité du MMA FR. Nassourdine Imavov, pour moi, il a toutes ses chances face à ces deux mecs-là. Clairement, ouais. Pour moi, Nassourdine Clairement, ouais. Donc, Clairement. bon, on va voir. Je pense qu'il va se frotter les mains, on espère. Parce que là, Nassour, il est quoi? Il est 11e 8e Non, il est dans le top 10. Ouais, il est 8e. Il prend la place de Dolidze 8e. Ouais. 8e. Là, c'est un combat pour moi qui va être super intéressant pour le français. Justement, tu vois, c'est bien. Et ça peut être très très intéressant pour la suite. Et je trouve qu'on est pas mal si c'est Costa qui l'emporte. Exactement. Un Robert Whittaker Après, sur Sherdog, c'est bien. Après, les gars, Nassim évoquait l'avantage pour Costa dans ce combat. Moi, je vais un peu nuancer. Pour moi, Whittaker, c'est quand même un meilleur combattant, techniquement, Costa. C'est vrai que le facteur peut-être physique, puissance, il est peut-être du côté de Costa, mais Whittaker, pour moi, ça reste un meilleur boxeur, un meilleur kickboxer que Costa. Après, mais moi, après, c'est vrai que, après, c'est vrai, regarde. Après, c'est vrai que Whittaker, il perd contre Duplessis, c'est un peu bizarre, on le voyait meilleur. C'est vrai qu'il y a peut-être ce facteur dont tu parles. Ouais. C'est vrai. Mais pour moi, c'est un meilleur combattant. Whittaker. Écoute, aujourd'hui. T'as raison, c'est un meilleur combattant, Whittaker. Techniquement, il est meilleur que Paulo Costa. Mais Whittaker, pour moi, le problème, c'est la différence de puissance entre les deux. C'est que Paulo Costa, je sais pas si vous vous souvenez des fights qu'il fait, notamment le fight contre Romero. Ouais. C'est kicks qu'il envoie. C'est pas des kicks. Tu vois, je sais pas, c'est des boulets de canon, en fait. Et ce truc-là, ce rapport de puissance-là, quand je vois que Whittaker est tombé sur le jab de Duplessis, même si Duplessis il est puissant, Duplessis. Il est puissant, mais il est tombé sur un jab. Ouais. Tu vois? C'est vrai que tu peux te dire. Qu'il a perdu au niveau du menton. Parce que là, ça va pas être du Adesanya en face. Après, quoique, il aime bien transformer son jeu face à certains types de strikers Whittaker. Est-ce que là, il va aller à la confrontation ou il va faire son Mohamed Ali? Parce que, en contre-argument, moi, j'aimerais apporter quand même que, bon, c'est vrai, il a un déficit de puissance face à Duplessis. Ouais. Forcément, il va avoir un déficit de puissance face à Paulo Costa, le Secret Juice et tout, on connaît. Maintenant, face à Vettori, Whittaker, il avait un gros déficit de puissance sur le papier. C'est ça. Mais maintenant, ce qui lui fait une masterclass quand même techniquement dans ce combat. C'est vrai. Donc, tu vois, à voir. En fait, si tu veux, ça va dépendre de ça. Quel Whittaker on aura ce jour-là? Tu vois? C'est vrai. Moi, je pense que quand il est dans ses bons jours, Whittaker, pour moi, il y a que Adesanya qui le surclasse au niveau du kickboxing. Pour moi, il y en a pas beaucoup. Qui le surclasse techniquement. Whittaker, c'est quand même il est d'une technicité remarquable quand même. Complet. Mais incroyable. C'est vrai. Après, on verra. Enfin, moi, je sais que mon avis, il changera pas parce que malgré le fait qu'on rigole beaucoup de Paulo Costa parce que même lui, sur les réseaux sociaux, il est très extravagant, exubérant, tous les termes que vous voulez. Mais ce mec-là, quand on le voit combattre contre Yoel Romero et ses défenses de lutte, quand on le voit, techniquement, il est pas si nul que ça. Et c'est vrai il a un style un peu particulier dans la manière dont il boxe. Mais c'est très puissant. Et quand tu t'en prends une, je pense que tu respectes après la distance. Et que ça fait que tu ne peux pas boxer de la manière dont tu veux aussi avec un Paulo Costa en face. Donc tu vois un upset par finish potentiellement de Paulo Costa. Ouais. Rentrons dans le pronostic directement. Ouais, il vient de le donner. Moi, je vois Paulo Costa finir Whittaker. Ok, on n'est pas d'accord. Moi, je vois Whittaker gagner par décision unanime. Ouais. Je vois Whittaker gagner tous les rounds par décision unanime. Ouais. Je le vois totalement déjouer la puissance de Paulo Costa, notamment avec son jeu de jambes. C'est quoi? Sincèrement, mon cœur aimerait que ça se passe comme tu viens de le dire, parce que j'aime beaucoup Whittaker. Mais là, là, je pense vraiment, au niveau de la réflexion, je pense que Paulo Costa, il va nous fermer tous notre bouche. Et malheureusement, je vais aussi aller dans ton sens, parce que le contexte fait que, de toute façon, Lucie, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il doit performer. Clairement. Face à un Whittaker qui est un peu sur la descente, légèrement, qui revient d'une défaite. Je me dis, on a tendance, et j'espère que, je pense pas que ce sont des professionnels, les gens, le clan Whittaker a tendance à faire comme le grand public, mais nous, on a tendance à oublier qui est Paulo Costa. On pense que sous prétexte qu'il se médiatise, il fait des blagues, il rigole beaucoup, ce n'est pas un dangereux individu qui mérite sa place dans ce top 10. Et je pense que
Là, clairement, il va aussi nous fermer nos bouches. Je sais pas si ce sera par finish, mais moi, je le vois gagner à la décision. J'espère pour vous qu'il va pas boire de vin la veille, les gars. J'espère pour vous qu'il va pas se... Moi, je sais il va pas, se- tu vois. Moi, je le trouve plus discret en ce moment. Ouais. Et je pense on l'a tous pris pour un clown, mais que c'est pas un clown. C'est pas un clown. C'est pas un clown. Voilà, on a dit nos pronos. Moi, je vois la décision. Costa, décision Whittaker, finish. Costa, à vous de nous dire votre pronos, les gars. À vous de nous le dire. Sachant que le favori dans ce combat-là des bookmakers, c'est Whittaker. On passe maintenant à un combat qui est excessivement intéressant. Manque de respect d'un côté, manque de respect de l'autre, humour d'un côté, sérieux de l'autre. Je parle du combat qui va opposer le champion des poids plumes, featherweight, Alexander Volkanovski, qui revient d'une défaite, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est Une Islam très Makhachev. grosse défaite. Très grosse défaite. Qui va affronter a dog, Ilia Topuria, le dangereux géorgien espagnol, qui fait pas. En fait, là-dedans, c'est moins 112, moins 108. Donc, le léger favori, c'est Alexander Volkanovski. Mais, on va dire, l'opinion publique, beaucoup de gens voient Topuria gagner. Hein. Donc, je sais pas vous, comment est-ce que vous voyez ce combat-là se faire, sachant que c'est le 3e de la catégorie. Lui, il est très confiant, il a déjà préparé son film, il a déjà posé avec la ceinture en photo de profil Instagram. Dans sa tête, il est déjà champion, il va déjà défendre sa ceinture. Quel est votre avis sur, déjà, l'état d'esprit d'Ilia Topuria? Écoute, Ilia Topuria, c'est un mental d'acier. C'est un gars qui a la grinta. Quand il rentre, c'est pour tout tuer, c'est pour te tuer, pour t'arracher la tête. Sa mentalité, elle reflète sa manière de combattre. Il combat pour le finish, clairement. Il y va pas en demi-mesure, il y va pas pour gagner des points. Il y va pour terminer son adversaire, le terrasser. C'est un guerrier. Et en face, il a le plus grand champion de l'histoire de cette catégorie des featherweight. Il a un mec qui a décimé tout le top 5. Il a un mec qui a battu 3 fois Max Holloway. Voilà, il a un grand champion. Un mec qui est pas passé loin de battre Islam Makhachev, le champion de la catégorie au-dessus. En sa faveur, Topuria, il a le fait que Volkanovski sort d'un gros KO quand même. Un head kick c'est le premier KO qu'il prend, je crois, de sa carrière, Ouais. Volkanovski. Donc je pense qu'il a ça de son côté. Maintenant, il y a un truc qui me fait peur pour Topuria et je te laisserai Nassim donner ton avis après ça. C'est que Topuria, quand tu regardes un peu sa carrière, ses derniers combats, il a de très belles victoires à l'UFC, mais c'est jamais des victoires contre les mecs que je viens de citer que Volkanovski a battus. C'est ça qui me fait un peu peur pour Topuria. C'est qu'aujourd'hui, Topuria, le plus grand nom, on va dire, qu'il a battu pour moi, c'est Josh Emmett. Et pour moi, Josh Emmett, c'est pas Yair Rodriguez, c'est pas Max Holloway, c'est pas Brian Ortega. Des mecs que Volkanovski a battus. Donc, à voir. Pour moi, Volkanovski, il a l'expérience de son côté. Largement, il a plein de défenses de ceinture. Il a des combats champ contre champ. Mais Topuria, c'est la fougue, la jeunesse, c'est la grinta. Il arrive pour tout exploser avec des points de feu. Et je pense que c'est mieux Volkanovski, il prend pas ce point de feu en plein menton parce que ça va être un chaos dramatique sinon, je vous le dis tout de suite. Écoute, c'est un combat qui est complexe. Si on m'avait proposé ce combat il y a 1 an, je t'aurais dit Volka va l'éteindre, va jouer avec sa vie pendant 5 rounds, va s'amuser avec. Sauf que entre-temps, on a Volka qui fait ses fights avec Islam, qui fait un short notice pour sauver la carte de Islam contre Oliveira. Et en fait, le KO qui se prend, moi, il me fait me poser beaucoup de questions. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de Whittaker, du fait qu'il ait perdu sa ceinture. Il y a un truc qui a disparu. Et vraiment, moi, je vous le dis, c'est ma théorie. Vous me direz, oui, ta théorie, il n'y a aucune donnée qui le prouve, il n'y a pas d'études. Effectivement, c'est juste que c'est ma théorie et je l'ai remarqué sur pas mal de combattants et pas mal de champions. C'est ne jamais revenir après s'être pris un KO ou avoir fait une grosse défaite comme ça aussitôt. Là, il s'est pris un KO face à Islam. Ok, Islam, c'est le number 1 pound for pound actuellement. C'est le boss à l'UFC. Mais les gars, on a Topuria en face. Topuria, il rentre dans la cage, comme l'a dit Karl, pour éteindre les lumières. C'est incroyable. Hein. On va parler d'un fight, moi, qui m'avait intrigué, qui m'avait intéressé. C'était le fight qu'il a fait contre Jay Hebert. Jay Hebert était champion du Cage Warrior à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que Topuria, elle est passée aussi par le Cage Warrior. Mais c'était pas la même KT. Et quand ils se sont rencontrés à l'UFC, Jay Hebert, il fait un premier round où il s'amuse avec Topuria. Mais deuxième round, t'as Topuria qui rentre dans le fight.
et qui knock, mais violemment, Jay Hébert dans ce qu'il sait faire le mieux, quand il te met la pression contre la cage et qu'il commence à débiter en anglaise. Et quand il débite en anglaise, il se touche partout, mais il touche fort. Et quand il touche, il est super bon. Et il a une attitude, justement, dans cette boxe, un peu vers l'avant, mais bien équilibrée. Et quand il cogne, il t'éteint la lumière. Voilà. Pour moi, ça, c'est une force majeure. C'est vrai qu'on a un Volka qui est très bon, qui strike bien. Mais s'il se fait toucher, ça va être dur. Et pour moi, sur 5 fois 5 minutes, il peut se faire toucher par Ilia Topuria, il peut se faire éteindre. Donc, je vois Ilia Topuria éteindre Volka. Ouh, ça j'aime bien, c'est bold, c'est un hot take, c'est ce qui nous manque dans les MMA français. J'aime bien ta préjugé, tu t'es mouillé. Et moi, j'ai une question, les gars, pour vous. Est-ce que là, on peut, en termes, on va dire, de contexte mental, de situation, de combat pour l'un des deux, ça vous fait pas penser à un Conor McGregor qui est hungry, qui a faim, face à un José Aldo qui est établi? Non, je parle pas en termes de star power, bien évidemment. Je parle en termes de mindset. Parce que là, on a vraiment... C'est la première fois que je vois un combattant qui est aussi agressif et qui manque autant de respect aux champions. Et moi, c'est ce manque de respect-là qui me fait penser à un manque de... Il le voit comme son petit, hein, Alexander. Ilia Topuria voit Alexander Volkanovski comme son petit. Tu vois ce que... Ouais, je vois ce que... Je pense qu'on voit tout ce que tu veux dire, Sigma. Maintenant, j'ai bien l'impression que Volkanovski, il a un mental d'acier. En fait, Volkanovski, sa plus grande force pour vous, c'est quoi, les gars? À part qu'il soit complet, à part que ce soit un bon grappleur, un bon boxeur, c'est son mental pour moi. Il a le plus grand mental que j'ai jamais vu de ma vie en tant que combattant. Quand je regarde les combattants, en fait, Volkanovski, j'ai rarement vu un tel mental. Et en fait, je pense que pas une seconde, ça joue sur lui. Le pressing que fait Topuria. Je pense ça lui passe vraiment à côté. Et en fait, c'était pas le cas d'Aldo. Quand Conor, il lui faisait son pressing, Aldo, il rentrait complètement dans le jeu de Conor. Et là, je vois pas ça. Je vois pas ça du côté de Volkanovski. Volkanovski, il est très fort en autodérision. On l'a vu sur les réseaux quand il fait de la communication il fait de l'autodérision en fait. Il se met dans il joue le rôle d'un vieux retraité, tu vois. C'est un troller. C'est un troll. Il est fort dans ça et je pense qu'il est pas fini, Volkanovski. C'est pas parce qu'il a pris ce KO contre un mec quand même qui reste plus lourd que lui que je pense qu'il est totalement fini. Maintenant, ce KO, comme dit Nassim, ça fait peur. Ça fait peur de revenir face à un KO artiste après s'être pris un tel KO. Ouais, voilà. Ça c'est sûr. Tu penses que ça va jouer, toi, ce manque de respect qu'il a pour vis-à-vis de Je suis pas sûr qu'il joue sur le fight. Mais en fait, c'est vrai que le comparatif que tu viens de faire est très intéressant. On avait un José Aldo qui était établi sur la KT des featherweight, qui avait lavé tout le monde. Et on avait justement ce McGregor qui avait, pour les gens et pour les puristes, battu personne. Là, avec monsieur Topuria, on a aussi cette impression-là. Qui est-ce qu'il a battu? Il a battu Josh Emmett, il a battu Bryce Mitchell. C'est pas les noms du top 5, c'est pas des Rodriguez, c'est pas des Max Holloway, c'est pas des anciens champions, c'est pas... Tu vois, et on peut avoir cette impression-là. Et justement, ce comparatif est intéressant, c'est que c'est justement parce que on se dit il a battu personne et qu'on se dit bon... en face, c'est un artiste du MMA, mais il est trop fort, il a lavé tout le monde, que moi, je pense aussi qu'on sous-estime Ilia Topuria. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce profil-là. C'est un profil d'un combattant qui cherche à finir les gens. Comme un McGregor à l'époque, sur son rush. Il cherchait à finir les gens et bon, je pense que le cheminement ou que le système qui était en place à l'époque est en train de se rétablir et qu'on va avoir un Topuria champion. Ouh là, ça tourne. Eh bien, écoutez, moi malheureusement, suspense, je vais dans le sens de Nassim. C'est-à-dire que je ne sous-estime pas du tout un Volkanovski, même au contraire, je pense que les gens oublient à quel point il est solide. Ouais. C'est quelqu'un qui est très solide mentalement. On a pu le voir quand il s'est fait prendre le dos. John Jones l'a salué dans un des podcasts qu'ils ont fait il y a quelques mois avec une interview avec Volkanovski dans laquelle il était présentateur et questionné. John Jones, avant même de commencer l'interview, il a dit « Mec, toi t'es un G. Toi t'es une légende. La manière dont avait pris ton dos Islam et tu parlais et t'étais ton sang-froid, t'es glacial, tranquille. C'est trop. Ça c'est effrayant. C'est effrayant de fou. Les gars, il y a trop de choses effrayantes qu'il a fait Volkanovski dans sa carrière. Ouais. Moi je pense à la sortie de guillotine face à Brian Ortega. C'est d'où il sort de ça en fait. D'où il dort pas en fait. Ouais, c'est vrai. Explique-moi Nassim, toi t'es combattant, t'en as sûrement pris
des guillotines. Oui, j'en ai pris. T'en as pris en entraînement, en combat peut-être. Comment tu sors de ça? Il y a 2 semaines d'une guillotine où je m'étais fait sonner d'un talon. Là, comment tu sors de ça? Comment tu sors de ça? C'est un mental, comme t'as dit, c'est vrai qu'il a un mental de champion. Il a un mental de champion, mais il y a un autre truc, c'est comme on en avait déjà parlé, c'est que juste après cette défaite face à Islam, il parle un peu de la manière un peu plus profonde qu'il a de sa relation avec le combat et qu'il a tout le temps besoin de combattre et qu'il sent, tu vois, ça là, j'ai peur que ça l'amène à sa perte. Voilà, avant qu'on m'interrompe, c'est exactement ce que je disais, hein. C'est que Alexander Volkanovski, maintenant, malgré ce sang-froid-là, il y a un problème. C'est que pourquoi tu vas dire dans les médias que ce combat-là face à Islam, tu l'as pris alors que tu buvais des bières toutes les semaines, tu t'entraînais pas, et c'est peut-être ça qui a causé ta perte. Pour moi, c'est-à-dire qu'il y a eu un jugement, tu savais que t'étais pas prêt, mais tu y es quand même allé. Voilà. Et ça, pour moi, c'est fatal. Ouais. Pour moi, ça, c'est fatal. Faut pas y aller. Parce que là, tu vas aller face à un mec qui boit du vin durant son coaching. Ouais. Un mec qui boit du vin ouvertement et qui se filme en train de boire du vin durant son coaching et qui éteint ses adversaires. Donc ça tiendra pas. Ça tiendra pas le coup de l'alcool. Coup de l'alcool face à un puncher comme ça. Et je me dis, il y a peut-être un manque de jugement parce que quelqu'un qui... Regarde John Jones. Il est connu pour faire des déboires. Il est connu pour être assez ric-rac. Il le sait. On lui a proposé l'UFC 300. Il a dit... Un GOAT, c'est aussi quelqu'un qui sait que c'est trop tôt pour lui. Exact. Et pour moi, ce qui fait partie des capacités d'un combattant, c'est savoir juger si je suis prêt ou non. Donc à partir du moment où tu t'es retrouvé dans la cage et t'as perdu, c'est que t'as considéré que t'étais prêt, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Même si c'est un short notice, t'y vas pas. Voilà. Et donc là, pour moi, ça, c'est ça qui fait que j'ai un doute sur... D'un côté, on en a un qui est extrêmement confiant, qui boit du vin durant ses coachings, qui éteint tous ses adversaires et qui est là pour prouver. Et de l'autre, on en a un qui est établi, qui ressort d'une défaite face au numéro 1, on va pas se mentir, mais qui, en termes de mindset, c'est peut-être questionnable. C'est ça. Et moi, j'ai envie de juste un dernier point, les gars. Quand tu te prends un KO, tu sais que tu peux te faire éteindre la lumière. Donc, quand tu re-rentres dans la cage, même si tu t'es préparé mentalement comme tu veux, hein, même si tu as eu le meilleur camp que tu veux, hein, tu re-rentres dans la cage, tu sais que tu peux te faire éteindre et qu'on t'a déjà éteint. C'est plus pareil. Et on rappelle que Topuria, jusqu'ici, pas de KO. Lui, il aura pas ce facteur-là. Voilà. Et lui, par contre, il aimait les KO. Donc ça, il va aller le chercher. C'est ça. Écoutez, les gars, vous deux, vous voyez une victoire de Topuria qui upset Volkanovski. Après, voilà, moi, je peux vous donner mon prono. Ouais. Moi, je vois un combat très, très disputé. Je vois une très belle performance des deux combattants qui vont tout donner là-dedans. Je vois un Ilia Topuria très dangereux sur les 2-3 premiers rounds. Mais je vois un Volkanovski avec beaucoup d'expérience qui va résister, qui va faire les bons choix. Et je vois sûrement un Volkanovski qui va remporter les derniers rounds, les championship rounds. Et je vois une victoire par décision de Volkanovski, 3 rounds à 2, voire décision partagée. Mais je vois Volkanovski qui, avec un très gros mental et, on va le dire, une très grosse expérience dans ces moments-là, le remporter et retourner le combat dans la fin. Dans la deuxième partie de combat, je pense que c'est lui qui va montrer pourquoi il est le champion de cette catégorie aujourd'hui. Voici mon prono. Tu penses qu'il va plus prendre le dessus debout ou au sol? Je pense que il va prendre le dessus dans tous les compartiments à partir du round 3-4. D'accord. Donc ça sera assez équilibré à partir du round 3-4. Voilà. L'expérience des 5 rounds va aller du côté des trucs. Championship round. Ouais. Exactement. Mais attention, Topuria ça va être décisif. Est-ce qu'il va passer les 2 premiers rounds Volka? Ça va être décisif pour moi dans ce combat. Écoute, moi je pense que je vais pas du tout sous-estimer la boxe. Pour moi, la boxe de Volkanovski est sous-estimée. Il faisait partie pendant un moment du débat des meilleurs boxeurs de l'UFC et pour moi c'était totalement légitime. Mais le problème c'est que là face à... Arrête les gars, contredisez-moi en commentaire, hein, on est là pour ça. Topuria, pour moi, il est fort partout. Bien sûr. Il a soumis il est fort partout ce mec-là. Il a soumis Bryce Mitchell. Après, bon, il est... Un Bryce Mitchell moitié endormi. À moitié endormi, mais... Non, mais c'est du MMA, c'est-à-dire que... Oui, tu vois. Il est fort, pour moi, il est fort partout. C'est un finisher. Pour moi, il fait peur. C'est-à-dire que pour moi, que ce soit en grappling, défense de lutte, distance, cassage de distance, pénétration, transfert de poids létal, j'ai peur. C'est un prédateur. J'ai peur. Et comme tu as dit, le fait qu'il revienne aussitôt, sachant qu'il y a déjà eu une erreur de jugement sur ses capacités à revenir qu'il a avoué, je me pose des questions, je donne sur le cric-crac, et encore,
encore une fois, les GOAT, moi je peux me tromper, mais je donne malheureusement, alors que je l'aime énormément, Volkan. Pour moi, il est invincible, The Great. Pour moi, c'est quelqu'un d'invincible. Mais là, je pense que face à Ilia Topuria, on peut tomber sur un os et je le donne vainqueur par finish avant le 3e round. Toi, que vois-tu? Pareil, je pense que Ilia Topuria va gagner par finish. Je pense qu'on n'aura pas 5 rounds. Je pourrais pas te dire quand il peut finir Volkan, mais je pense que c'est dans les 2 premiers. Ouf là là là. Les gars, on est dur, les gars. Mettez en commentaire, Après, on est dur. Je vais vous dire autre On est chose dur, avant qu'en commentaire vous m'incendiez. On est dur. Sachez que mon cœur, je le redis encore une fois, aimerait voir un Volkan gagner. Stylistiquement parlant, c'est ce qu'on aime voir dans le MMA. Un mec qui est bon partout. Je le redis encore une fois, j'ai pu le dire précédemment. Le premier fight qu'il fait face à Islam, c'est un tuto de comment se relever après un takedown. Mhm. Donc, moi, je l'ai regardé énormément ce fight. C'est incroyable. C'est un très très haut niveau. Je ne sais même pas si on peut mieux faire dans ce rapport au scrambling face à un takedown. Ouais. Mais bref, là, on fait face à un mec qui s'est fait mettre KO, qui est champion d'une catégorie où il a lavé tout le monde, face au petit jeune qui a faim, qui a la dalle. Et je pense qu'on est sur le turnover, les gars. On est C'est sur tout. du turnover. Écoutez, les gars, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On sait qu'il y a Karl. beaucoup. Ouais, il est pas là. Les gars, notre- moi je parle notre- plus. notre Moi j'ai donné mon Volkanovski. pronostic. Ça s'arrête. Moi je me suis arrêté à mon pronostic. On verra. Non, mais Dans après, une semaine. après, moi je kifferais qu'il me fasse mentir. Bah, pour moi, c'est le combat où je serais le plus heureux Voilà, s'il me fait voilà. mentir. Fais-moi mentir, Volkan, s'il te plaît. Ah, là, moi je suis content. Ah, s'il nous fait une masterclass et qu'il l'éteint, Ah et ouais. parce qu'il a dit attention, Volkan, il a dit qu'il allait l'humilier, hein. Il allait faire quelque chose Les d'humiliant. gars, Et ça, moi, j'aime beaucoup quand il y a du piment comme ça. Les gars, S'il humilie Topuria, je dis, moi, j'applaudis. les gars, moi je vais vous donner la physionomie de ce combat. Ok. Topuria, il va être dangereux les 2 premiers rounds. Ensuite, humiliation. Il va même peut-être le toucher à un moment, peut-être le knockdown. Ouais. Mais je vais vous dire un truc. Volkanovski, round 4 et 5, il va lui faire un cours de MMA. Une drill. Vous Il va verrez. faire une drill. Vous verrez, les gars. Quand Topuria, il aura plus rien parce qu'il aura essayé de le coucher pendant 2 rounds. Il va le faire une On drill. verra, round 3, 4, 5, on verra. Ah, Vous allez voir. On va voir, les gars. Dites-nous en commentaire. On a peut-être, j'espère qu'il n'y aura pas de remake de Conor en tout cas. C'est tout ce qu'on souhaite. Ah, Voilà. ça, c'est pas souhaitable. Sur ce, les gars, continuez à soutenir sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir. Les messages positifs comme négatifs, ça donne de la force, ça donne du contenu, ça donne du référencement. Commentez positivement ou négativement. On n'insulte pas les mamans, c'est tout ce qu'on veut. Et sur ce, les gars, bah écoutez, abonnez-vous à tous nos réseaux, suivez le podcast. On vous dit le mot de la fin. Peace, les gars. Ciao, les gars. Way to go.